Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence sur la conservation d'art multidisciplinaire, intergénérationnel et durable. Une étude de cas qui sera menée par Madame Lynn Gissen, cofondatrice de l'IRPAC, International Platform for Art Research and Conservation. Madame Lynn Gissen, elle a plusieurs casquettes. Elle est non, elle, voilà. Elle est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie, titulaire d'un master en gestion de l'entreprise industrielle de la Haute École EHSAL. Elle a été directrice du marketing, de la communication et de la vente au Palais des Beaux-Arts, avant de se lancer en tant qu'indépendante, en fondant l'IRPAC. Donc, je vais la laisser commencer son exposé, qui durera entre 35 à 40 minutes. Puis après, on passera aux questions. Merci. Merci et bonjour. Vous pouvez peut-être vous avancer un peu parce qu'il y a assez de place ici et vous êtes très loin là dans la salle, mais enfin, peu importe. Merci d'être venu et merci de postposer votre déjeuner pour cette petite conférence encore. Avant de commencer, j'ai envie de dire deux choses. Le trajet que je vais vous présenter, ça peut sembler que tout a été conçu depuis le début d'un grand master plan. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. C'est une entreprise et donc on a dû changer de route, modifier certains trajets dans le temps. Donc, ça a l'air d'être très logique et tout, mais enfin, c'est vrai que l'entrepreneuriat, oui, il y a toujours des problèmes et des challenges. Donc, ça, je voulais quand même l'indiquer. Et deuxièmement, on a créé cette structure pour pouvoir évidemment ancrer certaines compétences aussi au-delà des générations. Mais on l'a aussi créé parce qu'on avait voulu créer quelque chose où on pouvait exercer notre passion, c'est la conservation d'art. Et donc, ça a été un privilège de le faire depuis 12 ans maintenant au sein d'IPARC. Mais ça n'a pas été facile tous les jours. Donc, je voulais aussi le dire, mais je peux encore revenir là-dessus dans les questions. Donc, les questions peuvent se poser aussi en anglais ou en néerlandais. Je vais faire ma conférence en français. C'est pas ma langue maternelle, mais j'essaie de faire mon mieux. Voilà. J'ai été déjà présentée, mais je voulais juste vous dire, ce n'est pas les titres et les diplômes qui sont importants, mais c'est important d'avoir ce profil, enfin, dans ce cas-ci, d'avoir un profil qui est à la fois très passionné pour l'art, la culture, mais à la fois aussi pour l'entrepreneuriat et pour le côté social, ou le côté society. Donc, je suis aussi impliquée dans la ONG Plan International en tant que présidente du conseil. Et donc, tout ça a aidé à, en fait, fonder et créer la structure qui est en place actuellement et qui est à 99% peuplée de restaurateurs. Moi, j'en suis pas un ou une. Voilà. Donc, on a commencé en 2011 et donc on a fondé IPARC, qui est un acronyme de International Platform for Art Research and Conservation. Donc, il y a ces deux facettes, donc restauration, conservation, mais aussi la recherche et l'analyse technique. Et donc, la structure a été fondée comme une coopérative, donc une association coopérative, parce que dans le temps, ça nous paraissait la meilleure structure pour valoriser les gens qui étaient à la base. Donc, il y avait 15 fondateurs qui étaient des restaurateurs, qui avaient déjà une expérience de 10 ans en tant qu'indépendants. Et donc, ils sont entrés dans la structure, mais ils ont aussi amené leur réseau, leurs clients, leurs connaissances. Et donc, la structure coopérative permet, de valoriser tout ça, et deux, aussi d'appliquer un système de decision-making qui est très coopératif. Donc, tout le monde y participe. Et ça, c'était pour nous très important parce que
ce qu'on a dit depuis le début, c'est que la méthodologie, l'éthique étaient très importants. Dans la restauration, il y a des tas d'écoles et de variations, mais pour nous, c'était ça. C'était en fait les normes ICOM, les normes éco. Il avait envie de créer une structure, bien qu'elle était commerciale, qui était à la hauteur d'une qualité muséale. Et donc, pour ça, la structure coopérative était le meilleur modèle. Actuellement, on est une équipe de 15 personnes, donc il y a les fondateurs, plus il y a aussi des gens qui sont employés. Donc, on a aussi là pris la décision de dire, si on veut se développer sur le long terme, il faut qu'on engage les gens et qu'on engage des gens qui sortent de l'école, mais aussi des gens qui sont en mi-carrière, parce que comme ça, on peut développer un trajet vraiment durable. Sachant qu'il faut quand même un certain temps de former un restaurateur dans la pratique. Et donc, c'est vraiment une stratégie de dire, on aurait pu travailler avec des freelances, des indépendants, ce qu'on fait toujours. Dans le cas des projets, il y a tout un réseau de gens qui contribuent aussi à ces projets, mais il y a une équipe de base avec laquelle on travaille, qui fait des formations. Donc, ça, c'était vraiment une décision qu'on a prise dès le début. Et puis, on a eu, en cours de route, on a eu des encouragements. Donc, on a été élu comme PME de l'année en Belgique, ce qui était assez rare, parce que normalement, c'est des sociétés de marketing, des agences, des boîtes de production industrielle. Et donc, tout d'un coup, nous, on était là sur le podium avec une société de restauration d'œuvres d'art. Mais c'était quand même très valorisant pour l'équipe. Et donc, on est installé tout près de Bruxelles et on a des sites à Londres et Berlin entre-temps. Donc, c'est des petites structures, mais quand même, on a une présence dans ces marchés aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais un peu quand même présenter ce qu'on fait parce que sinon, ce n'est pas très concret qui on est. Et après, je reviens sur le modèle coopératif, sur les astuces là. Mais donc, bien évidemment, on fait la restauration des œuvres d'art. Avec une approche multidisciplinaire. On pourrait aussi dire pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, mais soit on sait que dans la restauration, on a certaines spécialisations, soit peinture, soit textile, soit autre, je reviens là-dessus. Mais là, on a une équipe qui est composée de différents profils. Deuxièmement, on fait aussi la recherche, à la fois pour soutenir les projets de restauration et pour bien aussi préparer les trajets ou les projets avant qu'on passe à l'œuvre. On fait des recherches à la fois invasives comme des cross-sections, mais aussi de l'imagerie multispectrale pour avoir plus d'infos avant qu'on entame une installation. Mais on le fait aussi pour des dossiers de vente ou des dossiers où il y a des questions d'authentification ou de datation. Donc, c'est un peu les deux pistes. Alors, troisièmement, il y a tout ce qui concerne la gestion de collection, donc ça, registration, digitalisation, mais aussi entreposage sur le site où on est installé près de Bruxelles. Et en quatrième lieu, il y a tout ce qui est pest management, donc la désinsectisation, qui est quand même un problème croissant, malheureusement aussi à cause du climat et donc du changement du climat. Mais donc, tous ces quatre volets, donc on a commencé avec les deux premiers au moment qu'on a fondé l'entreprise, mais puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des demandes dans le marché, à la fois parmi les clients publics, mais aussi les clients privés, pour avoir plus de services. Quand tu as une collection, c'est quand même plus facile d'avoir une contrepartie qui a tous ces services sous une toit. C'est un peu le modèle, c'est ce qu'on appelle le one-stop shop. Donc, si on est chez nous avec la collection en entreposage, on peut aussi faire les condition reports, les restaurations, les photos pour le catalogue et quoi que ce soit. Voilà. Nos clients, il y a des noms, mais actuellement, on a 50% en public et 50% privé. Quand on a débuté, on était à 80% de public. On a diversifié et on l'a fait par exprès pour ne pas être trop dépendant des acteurs publics. C'est toujours des très très beaux projets, très valorisants pour l'équipe aussi, mais ça se décide lentement. Il y a beaucoup d'administration, il y a beaucoup de charges supplémentaires et aussi il y a aussi les délais de paiement. On aura toujours son argent, mais il faut parfois trop long attendre. Et donc c'est dangereux pour une entreprise parce qu'il faut le cash flow, il faut que le cash rentre. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on a 50-50 en termes de clients, de profil de clients. Et de plus en plus, on travaille international, et surtout pour les collectionneurs privés, mais aussi, par exemple, comme il y a aussi beaucoup de gens en France le font, on est aussi impliqué dans des projets à Abu Dhabi et en Arabie Saoudite, parce qu'il y a les grands projets muséals qui se créent là-bas.
si on dit multidisciplinaire, donc il y a tous ces matériaux qu'on couvre. Il y a 2 raisons pour lesquelles on l'a fait depuis le début. Une raison, c'est qu'en Belgique, en tout cas, il y a beaucoup de cahiers de charges pour des intérieurs d'églises. Et les églises baroques, comme ici, sont très riches en termes d'œuvres d'art. Et donc, les cahiers de charges couvrent en fait à la fois les tableaux, le mobilier, les sculptures polychromées, le textile. Et donc, on avait envie d'avoir une équipe qui pouvait répondre à ces projets avec l'équipe même. Donc, bien sûr, il y a toujours des indépendants aussi impliqués, mais c'est bien d'avoir une équipe qui peut aller dans une église et restaurer tout. C'est ce qu'on aime le mieux, d'être tous ensemble et chacun dans sa discipline qui fait ce projet dans les églises. Deuxièmement, en art contemporain, de plus en plus on voit des œuvres qui sont multimatériaux, qui sont composées de bois avec du métal, avec peut-être des matériaux organiques. Donc, pour ça aussi, il fallait cette équipe, parce qu'on peut, à la tête de l'œuvre, on compose l'équipe qui va traiter cette œuvre pendant la restauration. Donc, il y a tableau, et donc tableau, ça veut dire toile et panneau, mais aussi marouflage. Il y a papier, il y a bien évidemment moderne et contemporain, donc on ne fait pas que l'art ancien. Et en 3-dimensionnel, il y a le bois, donc tout ce qui est mobilier, pierre, ce qui inclut aussi plâtre, terre cuite, albâtre, ivoire, tous les matériaux durs, polychromie, textile et métal. Voilà, et donc je voulais juste visualiser un peu le projet qu'on fait. Grand avantage d'avoir une équipe dans la maison, c'est de pouvoir entamer des projets de taille monumentale. Donc on fait beaucoup de projets, surtout en tableau, de grands tableaux. Ici, je crois que Christa en a parlé, le Hofbladelin à Bruges. Donc, c'est des tableaux qui viennent de là et c'est des copies historiques de Stanza di Raphaël au Vatican. Mais donc, le plus grand tableau mesure 7 mètres sur 4. C'est des toiles italiennes qui sont hyper fragiles. Donc, c'était une belle opération. Les tableaux de l'hôtel de ville d'Anvers. On a aussi fait les tableaux historiques de l'hôtel de ville de Louvain. C'est typiquement des projets publics avec un cahier de charges qui sort et voilà, on l'a remporté. Dans ce cas-ci, c'est des tableaux qui datent de différents siècles et qui décorent en fait la salle de mariage et tout le niveau officiel de l'hôtel de ville. Là aussi, vous voyez la taille des grands tableaux de la collection de l'Université de Louvain, d'un des collèges, c'est une série de scènes bibliques, mais il y a à la fois le volume, ou le nombre, et puis les tailles. Ce projet aussi, qui est un projet hyper intéressant, c'est les tableaux, c'est des toiles qui décoraient la maison de Jacques Jordaens à Anvers, donc sa propre maison, et qui ont été achetées par un collectionneur privé et qui les a fait restaurer et qui ont été exposées l'année passée à Haarlem, dans le musée de Frans Hals. Et donc là, on a travaillé, c'était en tout 15 tableaux. On a travaillé pendant 3 ans sur ces toiles. Mais c'était un projet vraiment passionnant. Alors, les tableaux, j'en montre beaucoup parce qu'il est évident qu'économiquement, il y a beaucoup plus de demandes pour des restaurations de tableaux que pour d'autres matériaux. C'est juste, si on voit les collections de musées, il faut aussi se dire qu'il y a plus de tableaux que d'autres objets. C'est un peu normal. Mais en bois, on a fait, par exemple, ce projet qui est un projet intéressant aussi, c'est les vitrines historiques en mahonie du musée d'Afrique à Tervuren, tout près de Bruxelles. Et là, on avait fait une étude de soit remplacer toutes ces vitrines par des vitrines contemporaines avec toutes les techniques dedans, soit les restaurer parce qu'elles font partie de l'ensemble, elles sont protégées aussi de l'ensemble du musée, et donc de mettre ces techniques dans les socles. Et c'est exactement ce qui a été fait parce qu'en fait, le coût de restauration, au lieu d'acheter des nouvelles, c'était 3 fois moins cher de les restaurer que de les remplacer. C'est des vitrines énormes. Certaines vitrines ont aussi des coins courbés, et donc parfois c'est 10 mètres de longueur. Mais donc là, c'était un projet qui a pris aussi 3 ans, et c'était 150 vitrines monumentales qu'on a fait pendant les travaux au toit et tout. Donc le chantier de restauration bougeait avec le chantier de restauration du bâtiment. Donc la poussière était épouvantable. En mobilier aussi, on a fait pas mal de Horta. Donc Victor Horta, architecte connu de l'Art Nouveau,
Là, c'est un ensemble du magasin Wolfers, donc un magasin d'orfèvrerie et de joaillerie, c'est ça, qui a été donné par la fille Wolfers au musée du Cinquantenaire. Et donc, il y a maintenant, enfin, tout ce magasin, donc tout l'intérieur du magasin a maintenant sa propre salle après la restauration d'immobilier. Voilà, en polychromie, juste un exemple, mais enfin, bien évidemment, il y a beaucoup de sculptures qui entrent aussi. Ça, c'est un ensemble. Enfin, il y a plusieurs sculptures, mais là, c'est Charles V d'Espagne, donc c'est un artiste anonyme. Donc, sculpture dorée et polychromée. En pierre, par exemple, albâtre, on fait pas mal d'albâtre. Malines, qui est tout près de notre site, c'était le centre de l'albâtre dans le 15e siècle. Et donc, il y a eu une très très belle exposition au musée M à Louvain sur l'albâtre. Et donc là, pour celle-là, on a aussi pas mal d'hôtels en albâtre et d'autres objets. Ça, je ne dois pas vous le présenter. Ça fait partie de la collection Proximus. C'est une collection assez connue, principalement art contemporain. Un plan de Paris du fin du XVIIIe siècle qui est arrivé de la vente aux enchères en 2 parties. Et donc, on l'a restauré pour le client qui l'avait acheté et qui est maintenant dans un château en Belgique. Textile, ça c'est du textile de l'église Saint-Pierre à Louvain. Et là, on a fait en fait tout l'intérieur aussi du côté ouest, je crois. Je regarde mon collègue qui est dans le fond de la salle. Les chapelles de ouest de l'église Saint-Pierre à Louvain. Yeah, voilà. Donc ça, c'était un peu des projets qu'on a fait. Puis il y a donc tout ce qui est analyse et recherche technique. Et donc là, on a aussi pris la décision. Donc vous connaissez bien évidemment l'IRPA, je crois, en Belgique, qui fait sa conférence à 14h sur la restauration de l'agneau mystique. Et donc qui ont aussi toutes les technologies, mais on croyait qu'il y avait une place pour un autre acteur dans le marché qui avait des technologies comparables, mais ça nous a pris bien évidemment beaucoup de temps, parce qu'il faut l'investir à chaque fois. Donc, chaque année, on a fait des investissements. Donc, pour l'instant, on peut faire cette technologie-là. Il inclut le macro XRF. Il faut se dire qu'il y a aussi d'autres clients. Donc, avant, c'était collectionneur privé, musée. Là, de plus en plus, on travaille aussi pour les maisons de vente, pour les galeries, pour les compagnies d'assurance aussi. Il y a aussi des projets qui ont une visibilité vraiment internationale, comme ce projet-ci. Voilà. C'est donc une copie historique de la Seine qui se trouve dans une abbaye en Belgique. Et donc, il y a tout un comité qui se penche là-dessus parce que on veut savoir si Da Vinci a fait, s'il avait été impliqué dans la création de cette toile ou dans certains visages. Et donc la question n'est pas encore résolue, mais donc nous on contribue avec les analyses et les data techniques. Ici aussi, donc ça c'est le macro XRF, donc là c'est juste une histoire marrante. Donc les clients ont acheté ce tableau qui était après Bruegel, et donc, ils ont demandé de faire l'analyse. Et donc, on a trouvé sous le tableau qui est là et qu'ils aiment bien, une scène du 16e, 17e siècle. Donc, celui qui a fait ce tableau à droite a expressément pris un panneau pour faire une falsification. Mais donc, maintenant, le client, il a 2 tableaux pour le prix de 1, parce qu'il a sa scène qu'il aime bien, qu'il trouve décorative, qui est 19e. Et il a quelque chose qui est soit fin 16e, début 17e, sur un panneau du 16e. Donc, voilà. Mais donc, ça, c'est les images du macro XRF superposées, donc, qui construit la scène. On a aussi appliqué une application, parce qu'il faut se dire que toutes ces images, c'est des gigabytes et gigabytes qu'un ordinateur normal ne peut pas ouvrir. Donc, on a développé des systèmes afin que les clients, soit musées, soit privés, puissent consulter leurs images et aussi superposer certaines images l'un de l'autre ou un à côté de l'autre, ce qui est très utile pour les historiens de l'art. Voilà. À l'étranger, on se positionne encore plus sur tout ce qui est maître flamand.
parce que c'est évident qu'on en a fait des centaines entre-temps, Rubens, Van Dyck, Jordans, et donc on peut dire qu'on est des maîtres flamands contemporains qui restaurent des maîtres flamands anciens, ce qui colle bien, ce qui est logique avec quelqu'un qui a une collection à l'étranger et qui cherche des compétences pointues sur cette matière-là. Voilà, donc troisièmement, donc, il y a l'entreposage. Donc, on est tout près de Bruxelles, c'est évident, on est tout près de l'aéroport, on a 2000 mètres carrés. Ce n'est pas beaucoup, on n'est pas un grand dans l'entreposage, mais ça nous facilite, en fait, ça facilite les clients qui font faire des restaurations, qui veulent laisser les œuvres chez nous. Donc, pour nous, c'est bien parce qu'on peut répondre aux besoins du client. Et alors, quatrièmement, oui, tout ce qui est insectes, j'en ai déjà parlé, ou j'ai déjà touché, que le climat est un problème pour beaucoup de choses, mais aussi pour ceci. Donc, on voit plus d'insectes résistants, des nouveaux insectes, par exemple des termites qui étaient dans le temps plus en Espagne, au Portugal, maintenant en France, ils montent parce que le climat, ça chauffe. Et donc, il y a aussi tout ce qui est transport d'art partout dans le monde. Donc, les insectes voyagent aussi ou aiment bien voyager aussi avec les caisses. Et donc, nous, on voit clairement que ce n'est pas seulement l'art ancien, ce qui est traditionnellement ce qu'on dit que c'est infecté, mais c'est aussi beaucoup d'art contemporain. À Londres, on traite à moitié, c'est art contemporain. Parce que les artistes utilisent des matériaux, ils n'y pensent pas, mais ça peut créer des problèmes énormes. Voilà, et donc pour cela, on a travaillé avec un partenaire en Angleterre pendant 6 ans qui avait développé une technologie écologique à l'air chaud et humidité régulée. Et juste avant le Covid, on a acheté cette entreprise. Et donc maintenant, on développe la technologie, nous, pour la mettre à disposition un peu partout dans le monde. On est même allé jusqu'à la Villa Majorelle à Marrakech pendant le Covid parce qu'ils avaient une infestation énorme. Et donc, ça, c'est notre chambre de traitement mobile. Donc, ça a été toute une opération pour avoir le camion sur place. Autre projet assez marrant en France qui se trouve à Castellara, ou Castellaras, je ne sais pas comment on le prononce ici. C'est une maison troglodyte qui appartient à une collectionneuse américaine. Et donc, la toile qui est d'un peintre belge, Singuier, a été bouffée par des insectes. Vous voyez là dans le bas. Et donc, on a traité et on a restauré sur place. C'est des endroits agréables parce qu'il y avait une guest house à côté, aussi troglodyte, avec une petite piscine. Donc, voilà. Ça ne doit pas toujours être les églises froides et humides. Ici aussi un tableau de Van Dyck qui a été infesté. Donc là aussi, on l'a traité chez nous dans la chambre permanente. Voilà, on parle maintenant de l'équipe. Donc ce qui est évident, c'est que notre mission, elle est très axée sur les gens, sur les restaurateurs, parce qu'ils sont le capital de notre structure. Et on pousse vraiment qu'ils échangent et qu'ils travaillent ensemble entre les disciplines ou à travers les disciplines. On a aussi dit qu'il faut qu'on crée un environnement où les gens qui sortent de l'école, donc maintenant il y a le master ici en France aussi, c'est très bien que c'est maintenant un niveau universitaire, donc ça veut dire que la théorie elle est très bien, c'est une très très bonne base, mais la pratique est quand même, en tout cas en Belgique, la pratique est quand même beaucoup moins qu'avant. Donc quelqu'un qui sort de l'école maintenant, il a peu de pratique dans les mains. Et donc on a voulu créer un environnement où les gens peuvent être coachés, peuvent évoluer, sans qu'il y ait la compétition. Parce qu'il faut quand même se dire que ce marché de restauration, il est principalement composé d'indépendants. Donc tout le monde est en compétition avec tout le monde, et donc c'est difficile d'avoir ce contexte un peu relax où on peut apprendre, on peut poser des questions, et nous aussi on veut transférer nos compétences aux jeunes, ou à ceux qui entrent. Et donc c'était vraiment la base de créer e-Park, c'était multidisciplinaire, transfert de compétences et de savoir-faire entre générations, mais aussi ancrer cette compétence au sein de la Belgique ou au sein de l'Europe, peu importe, mais que ça ne part pas, parce que dans certains aspects, par exemple, je dis la restauration de panneaux, et je veux dire la restauration structurelle de panneaux, il y a encore peu de gens qui peuvent le faire. Et donc, il faut absolument qu'on le garde quelque part. Et en tout cas, en Belgique, ce n'est pas le gouvernement qui va s'en occuper, c'est clair.
On travaille aussi beaucoup avec l'université, donc on est lieu de stage, non seulement pour les universités en Belgique. Donc en Belgique, on peut le faire soit à Liège, soit à Bruxelles, à la Cambre ou à l'université d'Anvers, mais aussi avec d'autres universités à l'étranger comme la Sorbonne, l'INP, l'université de Cologne, et avec Buffalo State qui a un très bon master en restauration. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on oblige les gens de suivre des formations tous les ans. Ils ont tant de journées où ils doivent en fait apprendre. Et enfin, il y a vraiment une promotion au sein de l'équipe sur la formation. Et à part ça, la durabilité fait en fait partie de tout ce qu'on fait. Donc, si on utilise des produits, si on utilise des processus de technologie, on cherche toujours pour celui qui est le moins invasif, le moins agressif, le moins toxique. Et donc, c'est comme ça qu'on est en fait tombé sur la technologie de désinsectisation, parce qu'on cherchait quelque chose qui n'était pas le gaz, qui n'était pas l'anoxie, qui n'était pas enfin, autre chose, soit les produits, oui, les fluides en fait. Donc ça, on ne voulait pas non plus parce que c'est aussi toxique. Voilà. Donc la multidisciplinarité, ça nous permet aussi, comme je disais, d'attaquer des problèmes complexes parce qu'on a plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble et qui ont à chacun ou chacune leurs compétences, leur background. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est quoi qu'on fait, c'est ICOM, donc c'est l'International Code of Museums, et ECO, c'est la code européenne pour les restaurateurs. On l'applique toujours, donc on ne dévie jamais, même si un client nous le demande, ce qui arrive, surtout dans les clients privés, on va toujours appliquer ces codes-là parce que c'est je dirais, le cadre méthodologique et éthique que nous, on tient vraiment à cœur. Donc, entre générations, ça veut dire que, je l'ai déjà dit, mais que dans l'équipe, il y a un peu tous les âges. Enfin, moi, je suis maintenant la plus ancienne, donc ça veut dire quelque chose. Et donc, on veut vraiment garder certaines compétences quand même dans le marché et disponibles pour les générations futures, mais aussi pour l'art. Ce qu'il faut absolument, enfin, c'est pas parce qu'on restaure un tableau aujourd'hui que dans 100 ans, il ne faut pas restaurer parce qu'il y a certainement d'autres produits, d'autres technologies, mais aussi, enfin, ça salit de nouveau, ça dépend des conditions climatiques. Donc, il faut absolument que l'art soit aussi restauré au futur par des gens compétents. Et donc, ce qu'on dit aussi, c'est que nous, on juge qu'on a besoin de 5 à 7 ans avant qu'un restaurateur a vu un peu tous les scénarios. Hein. Si en tableau, il faut faire un doublage, il faut faire un nettoyage de certains produits, il faut faire un parquetage. Donc, afin de pouvoir faire toutes ces expériences ou de vivre toutes ces expériences, il faut quand même une certaine période. Donc, ça veut dire que l'engagement que nous, on prend, mais aussi le restaurateur prend, bien évidemment, parce que c'est un mariage, c'est vraiment un mariage quelque part, est quand même long. Et donc, il faut aussi se rendre compte que le coaching ne se fait pas seulement de ceux qui sont plus expérimentés à ceux qui sont moins expérimentés, mais on apprend beaucoup des gens qui sortent de l'école. C'est évident parce qu'ils ont les nouvelles technologies, ils ont aussi d'autres idées, ils pensent un peu out of the box, comme on dit. Donc, on le valorise vraiment. Et ça veut se dire aussi qu'il n'y a pas un coach qui travaille avec quelqu'un, il y a plusieurs coachs sur plusieurs aspects. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, il y a très peu de titres aussi chez nous. Il y a juste restaurateur ou senior restaurateur, mais c'est tout. Mais donc, ça, c'est intéressant qu'il n'y a pas de hiérarchie fixe. Et donc, oui, voilà. Aussi important, c'est de dire qu'au moment qu'on sélectionne quelqu'un pour joindre l'équipe, il est évident, les gens sortent de l'école où ils ont une certaine expérience, ils ont un diplôme, un master en restauration. Donc ça, je crois, enfin, nous, on compte que c'est couvert. Hein. Il ne faut pas se questionner, ils ont fait leur éducation. Mais on attache beaucoup d'importance aux soft skills, donc le caractère, la passion et aussi la comptabilité avec les autres, parce qu'il faut quand même travailler ensemble, souvent sur des grands projets de longs trajets, plusieurs mois, souvent sur des petites surfaces, parce que si on travaille à deux sur un tableau monumental, ben, on est très proche l'un de l'autre. Et donc, les soft skills, pour nous, c'est le plus important. Si quelqu'un
Et ça ne veut pas dire qu'il faut tous des extraverts ou des introverts, hein, mais c'est juste qu'il faut les gens qui ont un peu la même passion, la même approche par rapport au travail. Si on dit qu'on promouvoit en fait la formation, tout le monde qui va suivre une formation doit après faire une présentation où elle partage ce qu'elle a appris aux autres. Hein. Donc on n'envoie pas tous les gens à la même formation, mais on fait un knowledge sharing en interne. Ce qu'on fait aussi, et on trouve aussi que ça fait partie de notre mission, c'est de dire il faut qu'on partage nos projets et nos résultats avec le monde de la restauration et même au-delà. Si on fait des restaurations dans les églises ou dans les musées, parce que parfois il faut le faire sur place pour des raisons touristiques ou des raisons de sécurité ou des raisons climatologiques, on considère aussi, ça fait partie de notre rôle aussi de promouvoir en fait le soin pour le patrimoine. Il faut que le public apprend et voit aussi comment ça se fait, pourquoi il faut ce temps, pourquoi il faut tant de manipulation d'une œuvre. Donc ça, en externe, c'est également important de promouvoir ce qu'on fait et de faire comprendre aux gens comment ça se fait. Parce que les gens ont souvent une vue un peu anecdotique de ce que c'est la restauration avec le pinceau, mais il y a beaucoup plus qui est impliqué. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de faire maintenant, surtout quand maintenant, fin 2022, il y a une actionnaire en plus qui est entrée dans le capital de la société, c'est une des jeunes. Et donc là, on essaie aussi de promouvoir et d'instiguer le business management, parce qu'il faut aussi ça. Il ne faut pas seulement la restauration, mais il faut aussi gérer une entreprise en tant qu'actionnaire et en tant que membre du conseil. Et donc ça, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui disent c'est pas mon truc, mais on essaye quand même aussi de dévoiler un peu comment ça se fait, parce qu'à un certain temps, la génération qui est là maintenant et qui le gère va disparaître. Donc il faut que l'équipe puisse assurer la durabilité aussi au niveau de la gestion de l'entreprise. Et puis, on a aussi envie toujours de contribuer à la société, donc on prend aussi des positions dans des conseils, même si c'est pro bono, c'est pas payé. Par exemple, dans l'association professionnelle des restaurateurs, la PROA, c'est du temps qu'on donne, mais c'est important parce que à ce moment-là, on parle du secteur, on parle de la profession. Et on essaie aussi de travailler toujours avec les universités, avec d'autres acteurs non-profit. Il y a tellement de structures. Voilà. Encore, en conclusion, je voulais encore évoquer quelques aspects. Même si on est dans ce marché hyper compétitif, il faut qu'on collabore plus ensemble. Nous, on le fait, on essaye de faire en interne, mais ce serait bien de pouvoir aussi faire ça en externe encore plus et de passer à côté ce côté compétitif qui sera toujours là. On a aussi envie de dire, on espère qu'il y aura plus de structures comme la nôtre qui vont naître, qui vont se mettre en place, parce que c'est génial. On travaille tous, je suis sûre que l'association en France y travaille aussi, mais on a envie d'avoir une protection pour la profession qui n'est pas en place aujourd'hui. Tout le monde peut se prononcer restaurateur demain, même sans une formation, c'est pas normal. Et donc il faut qu'on lutte ensemble pour avoir cette protection de la profession. Il faut aussi que le gouvernement facilite et soutient un peu plus cette initiative d'entrepreneuriat dans ce secteur. Donc il y a beaucoup de structures qui sont subventionnées. Nous, je ne l'ai pas dit, mais nous, on n'est pas subventionnés. Il faut qu'on crée tout nous-mêmes par notre business. Mais il faut que ce serait bien d'avoir un peu plus de facilité au niveau du gouvernement parce que ce n'est pas évident, surtout avec les tarifs horaires qu'on peut demander, surtout avec les clients publics qui sont bien évidemment limités au niveau des budgets. Mais aussi la société pourrait avoir un peu plus de respect pour l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas évident. En Belgique, on dit oui, ils font tous dans le noir et ils roulent avec des grandes bagnoles. C'est ridicule, mais c'est un peu ce qu'on dit. Et oui, en conclusion, il est très difficile, nous on l'a vécu et on le vit toujours, pour pouvoir internationaliser, pour grandir, il faut accès au financement. Il y a le financement pour les banques, ça va, on a quand même un track record de 12 ans, mais parfois il faut un investisseur qui met
un peu d'argent sur la table pour pouvoir avancer un peu plus vite. Et là, c'est très difficile venant de notre secteur. Hein. Il y a beaucoup de PME qui ont accès au financement, mais dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus facile que chez nous. Et donc là aussi, je crois qu'il y a moins de 0,02% qui va dans les PME qui sont actifs dans la culture. Enfin, en France, il y a un fonds qui s'est créé, mais on n'a pas accès en Belgique. Mais donc ça, c'est quand même quelque chose pour le futur qui est important parce que ça limite et ça heurte un peu la croissance dans ce secteur. Et je crois que c'est tout. Merci pour votre attention. Merci pour cette belle présentation de l'IRPAC. Là, maintenant, on fait place aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, Hélène. Vous parliez tout à l'heure de marché public, de concurrence. Et je voulais vous demander, il y a beaucoup d'autres sociétés comme la vôtre qui sont sur le marché de la restauration d'œuvres d'art en Belgique, ou bien c'est à un niveau international que vous travaillez? Il y a surtout des structures, des indépendants ou des gens qui travaillent à 2 ou 3, pas sur cette échelle-là. En Belgique, il y a d'autres acteurs comme Groupe Monument, c'est un grand entrepreneur en restauration de bâtiments, mais qui ont aussi une équipe qui font la restauration des œuvres d'art. Mais à part ça, il n'y a pas, pas avec toute cette panoplie de services, il n'y a pas vraiment. Il y a des centres de compétences en France, mais qui sont à mi-public, mi-privé, qui sont peut-être comparables, mais non, il y a pas tel. Mais on a envie qu'il y a d'autres qui se mettent en place parce que c'est passionnant. 2, ça donne plus de possibilités au secteur de se développer. Ouais. On voit que vous travaillez pour des musées ou des universités. Je pense notamment à Leuven où on a à la fois le musée communal mais aussi le patrimoine universitaire. Est-ce que ce sont des appels à projets qui sont ouverts en fait par ces institutions ou bien en fait c'est via les restaurateurs, le réseau de vos restaurateurs à vous, ou c'est la promotion que vous avez fait qui a permis d'obtenir par exemple ces marchés? Ça dépend. Nous, on est dans le marché depuis 25 ans. Hein. Donc, on était déjà actifs en restauration avant, mais on a créé e-Parc il y a 12 ans. Mais donc, il y a quand même un grand réseau qui nous entoure. Et moi, j'étais assistante à l'Université de Louvain quand j'ai fini mes études là. Mais souvent, c'est des appels d'offres. Et donc, ils demandent à 3 restaurateurs ou 3 structures, ou peu importe qu'ils approchent. Donc, souvent, c'est comme ça. Et c'est la compétition qui joue. Hein, ouais. Ou si c'est un grand projet, il faut un cas de charge. Oui. Ouais. Et est-ce que, comme le nom est très proche, est-ce que vous êtes en concurrence avec l'IRPA, ou ça n'a strictement rien à voir, qui est la structure officielle de restauration, de protection du patrimoine en Belgique? Est-ce que vous êtes en concurrence avec eux pour notamment certains grands tableaux provenant d'églises, de musées, de choses comme ça? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous pose la question. Ouais, non, en fait, oui. Mais c'est une situation. La concurrence entre une initiative privée et une initiative publique, c'est ça la question. Mais c'est une situation qui est malheureuse, mais qui est là. Donc l'IRPA qui a ses subsides, mais qui est aussi. On attend de l'IRPA qui cherchent aussi leurs propres recettes. Donc évidemment, ils viennent sur le marché et ils perturbent le marché. On travaille aussi ensemble avec eux sur certains projets. Donc c'est très comment dire, double. En anglais, on peut dire c'est notre evil twin, tu vois. Mais oui, si on le raconte à l'étranger, on dit mais c'est vraiment comme ça. Mais c'est comme ça. Oui, donc c'est compliqué. Et sur les beaux tableaux, les grands noms, on est en concurrence. Et notamment, on a été en concurrence pour l'agneau mystique pour la 3e phase, qui vient d'être décidée.
Et c'est malheureux parce qu'on ne peut pas lutter avec les mêmes armes. Lutter avec les mêmes armes. L'IRPA ne doit pas appliquer la TVA. Nous, on le doit. Et donc, il y avait une énorme différence de 21%, pour vous dire une chose. Et ce n'est pas la faute de l'IRPA, c'est le gouvernement qui doit en fait régler cette affaire. Et donc, on a en fait attendu pendant... Parce que c'est difficile, hein, l'IRPA est aussi un partenaire, donc on reçoit parfois aussi des projets des choses qu'ils ne veulent pas faire et qu'ils envoient chez nous. Donc, c'est très difficile et on a en fait, avec ce dossier maintenant, on a quand même posé la question officiellement de dire il faut maintenant investiguer, il faut régler parce que ça fait des années et des années et les indépendants n'osent pas. Oui, mais le problème c'est que les indépendants n'osent pas opposer à l'IRPA parce qu'ils sont aussi dépendants de l'IRPA. Et donc nous, on a dit, on est un peu plus grand, c'est à nous maintenant de le faire. Moi j'ai 52 ans, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, on va le mettre au plan public, ce qu'on a fait maintenant et récemment. Et on va voir où ça mène. Mais c'est très embêtant. Parce qu'en termes de contact humain, bien sûr, on se connaît, on travaille bien ensemble, c'est des trucs de gouvernement ou juridiques plutôt. Oui. Oui. Vous avez parlé du fait que l'IRPA fasse appel à vous sur des petits projets dont ils ne veulent pas forcément. Est-ce que ça arrive aussi qu'ils fassent appel à vous parce que vous disposez des compétences qu'eux, ils n'ont pas? Non, mais ils sont quand même très grands aussi. Hein, ils ont une longue histoire, donc on ne va pas jamais se comparer, mais ils doivent faire des choix pour des projets. Donc, il y a des clients qui connaissent l'IRPA, des clients privés qui les approchent et donc ils disent non, on n'a pas le temps, on ne va pas le faire, mais vous pouvez contacter e-Parc ou un autre, hein, parce qu'ils envoient aussi à d'autres restaurateurs et c'est juste aussi de le faire comme ça. Donc, c'est un peu ça, mais ils ne vont pas faire appel à nous pour quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Non, non. Bonjour, tout d'abord merci pour cette présentation et bravo pour ce magnifique parcours que je trouve très inspirant à la fois que femme d'affaires et puis en tant que professionnelle de la conservation. Vous avez parlé du travail à l'international et je me demandais si vous vouliez développer, vous parliez de développer cette branche, mais est-ce que vous vouliez collaborer plus avec l'international ou installer une nouvelle branche de votre entreprise comme vous l'avez déjà fait à Londres ou en Allemagne, par exemple? Oui, merci pour la question et pour les compliments que je transfère à l'équipe. Non, il y a deux voies en fait. Berlin et Londres, c'est des chambres de désinsectisation. Parce qu'à Londres, on a acheté la société et donc ils travaillent pour Tate et V&A, pour English Heritage. Donc, il faut qu'on reste là. Et à Berlin, même chose. Pour tout ce qui est restauration, soit on va sur place, soit les ordres viennent chez nous à Bruxelles. Et la raison pour laquelle on a décidé, jusqu'à maintenant, de ne pas développer une autre branche autre part, c'est le niveau de qualité et les méthodologies qu'on veut avoir. Et c'est très difficile de faire ça à distance. Et donc, ça devait aussi impliquer qu'il faut envoyer nos seniors pour 3-4 ans pour mettre en place cette structure à l'étranger, quoique le transport d'art, c'est pas compliqué. Hein. Si quelqu'un a un Rubens aux États-Unis, il l'envoie en avion, il est chez nous pendant 6 mois et il revient. Donc, c'est pour ça que, pour la restauration, parce que c'est aussi vraiment question de gens, oui, c'est difficile de faire ça sur plusieurs sites, étant donné les compétences pointues qu'on doit avoir. Et notre cadre de référence, on connaît bien les étudiants des écoles chez nous, on connaît bien évidemment les stagiaires qui viennent de l'étranger, mais il faut composer une équipe avec des gens qu'on connaît en restauration. C'est autre chose dans une boîte, une PME de logiciels informatiques. Tu peux avoir un vendeur qui peut vendre, mais ici c'est quand même autre chose. Donc c'est difficile de faire ça sur des longues distances. Donc on a envie d'avoir l'équipe sur place et de maîtriser comme ça. Ouais. Donc, vous ne devez pas avoir peur en France. Si c'était ça la question, maintenant, je rigole.
Pour expliquer un peu plus rapidement, c'est que moi, je suis plutôt à travailler sur la régie. Et en France, il y a pas mal justement d'autres entrepreneurs et d'entreprises de régie qui se développent. Mais pour le coup, c'est un peu le contraire. On doit, nous, se déplacer pour intervenir dans les établissements. Et je trouve ça très intéressant aussi, cette façon de fonctionner, de créer une association ou en tout cas une coopération entre plusieurs personnes pour justement avoir un impact plus fort et avoir plus de compétences au sein d'un même groupe. Oui, et c'est vrai que le lieu, enfin notre atelier, on a 750 mètres carrés atelier qui est hyper équipé, qui est à un niveau de sécurité. Et là, enfin, on a tout ce qu'il faut. Et s'il faut se déplacer, on ne peut jamais avoir ce niveau d'instruments, d'infrastructures. Donc c'est pour ça aussi qu'on appuie. Les musées en Belgique, on voit tout chez nous. Hein. Donc voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question. Vous parliez de beaucoup d'équipements, d'analyse, d'imagerie, de SEM, etc. Est-ce que du coup, dans votre équipe, c'est essentiellement des conservateurs ou vous avez aussi, on va dire, des scientifiques durs je ne sais pas comment dire ça. Non, des conservational scientists. Hein, c'est des gens avec un profil plutôt en chimie, avec conservation. Il y a quelqu'un dans le fond qui gère le laboratoire chez nous, c'est mon collègue David Lenné. Et donc, il est restaurateur de profession, mais il a aussi une formation en chimie. Et donc, c'est lui qui gère ce laboratoire. Et donc, à terme, on va aussi embaucher des profils plus scientifiques que restauration. Ouais, c'est un peu l'évolution qu'on voit. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.